dépendance chez les consommateurs de cannabis peut prendre la forme d'une dépendance psychique. Cependant, si l'on compare les chiffres, c'est assez exceptionnel, puisque cela concerne 1 à 2% de l'ensemble du groupe de consommateurs de cannabis. Et surtout, ce groupe déjà vulnérable, qui a connu auparavant des problèmes d'adaptation, des problèmes psychiques. Dépendance. Le grand mot est lâché. Or, le cannabis possède un point commun avec toutes les drogues. Il provoque dans le cerveau une élévation de dopamine, un neurotransmetteur qui est impliqué dans la sensation de plaisir. Apparemment, la simple perspective de prendre des drogues cannabinoïdes stimule l'émission de dopamine, la sécrétion de cellules de dopamine. Les terminaisons qui débouchent dans le noyau accumbens provoquent une sécrétion de dopamine. C'est important parce que le noyau accumbens est une zone du cerveau qui participe à la canalisation de notre désir pour la nourriture ou la drogue. La stimulation de la dopamine et l'activation des récepteurs de la dopamine dans cette zone pourraient stimuler une appétence pour la drogue. Au laboratoire de Rafael Maldonado, on teste les propriétés renforçantes du cannabis chez les souris. En clair, cette expérience permet de voir si les souris aiment le cannabis et peuvent développer une dépendance. Este es el paradigma de condicionamiento de plaza, donde tenemos un compartimento. Nous plaçons les souris dans une boîte à 2 compartiments. El primer día, en la fase del pretest, pueden explorar libremente los dos compartimentos. Dans un premier temps, nous les laissons explorer librement. Que no hay una preferencia inicial por ninguno de los dos compartimentos. Ensuite, nous leur injectons de la drogue dans le compartiment noir et une solution saline dans le compartiment blanc. Si la drogue a des propriétés renforçantes, la souris préfère passer plus de temps dans le compartiment noir. Si elle est aversive, elle préférera le compartiment blanc. Et quand on leur injecte du cannabis, les souris passent plus de temps dans le compartiment noir, signe qu'elles l'apprécient. Mais pour mesurer le degré de dépendance chez les humains, médecins et chercheurs se reportent au manuel de référence pour diagnostiquer les troubles mentaux, le DSM-4. Ce système DSM-4 permet de définir des critères pour dire que quelqu'un a un processus d'anxiété, un processus de dépression, une schizophrénie, une dépendance. Ce sont des critères. Si on utilise d'une façon très stricte ces critères, on peut dire oui, le cannabis a les critères pour induire une dépendance. Mais si on peut analyser le cannabis induit ou n'induit pas de dépendance physique, on peut dire, là c'est clair, non? Le cannabis, la consommation humaine de cannabis n'induit pas une dépendance physique, dans le sens que l'arrêt du cannabis n'induit pas un trouble physique important. Donc, n'induit pas de la dépendance physique. Mais bien sûr, il peut induire une consommation abusive, il peut induire une perte de contrôle sur la consommation, oui. Seuls les fumeurs chroniques ressentent des symptômes physiques quand ils arrêtent le cannabis. Ces signes seraient dus à des modifications des récepteurs cannabinoïdes, des modifications qu'on pense réversibles. Si on a consommé pendant plusieurs années de grandes quantités de marijuana et qu'on arrête soudainement, plusieurs semaines, voire quelques mois après cet arrêt, on ressentira encore des sensations de dépression, d'anxiété, de perte d'appétit et d'irritabilité. L'irritabilité est un signe qui ne trompe pas. C'est assez intéressant. Des études montrent que si l'on donne à ces gens un petit peu de THC, le principe actif, pas de la drogue, pas de la marijuana, juste un peu de THC, la quasi-totalité de ces symptômes disparaît. Cela signifie que le corps s'est adapté à ces quantités importantes de marijuana en freinant son propre système et qu'il a besoin de le maintenir à ce niveau. Un nombre croissant de fumeurs en difficulté recherchent une aide médicale. Au service d'addictologie de Philippe Attel,
3% des consultations concernent des consommateurs de cannabis. Alors, ce qui est vraiment important par rapport au cannabis, c'est d'arriver à faire un diagnostic addictologique très précis. Et ça, c'est souvent complexe parce que autant on a, avec d'autres produits, une corrélation très claire entre la quantité consommée et le niveau de dépendance ou de risque. Autant avec le cannabis, on n'arrive pas, pour des raisons diverses, à apprécier ce schéma-là. Pour une raison simple, c'est qu'il est très rare que les sujets sachent exactement quel type de produit ils consomment, même s'ils ont un fournisseur qui est tout à fait régulier. La teneur en THC des produits est extrêmement variable. Smoke, Mary? Thanks. Are you sure Jimmy will be back soon? Sure, any minute. Deuxièmement, quand on est dans une évaluation, et même quand on demande au sujet de noter tous les jours ce qu'il fume en termes de cannabis, on voit bien qu'il a beaucoup de difficultés à le faire. Pour une raison qui est aussi le fait que le cannabis altère la mémoire immédiate, et puis les pratiques aussi sont différentes. Quand les pratiques sont partagées, savoir sur un pétard combien il en a pris, est-ce qu'il en a pris un tiers, alors il l'a partagé, il l'a pris à 3, mais est-ce que l'autre a plus tiré, on ne sait pas exactement ce qu'il a pris. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que élaborer le niveau de dépendance, c'est compliqué parce que le sujet, en règle générale, pendant très longtemps, minimise beaucoup les conséquences. Mais il les minimise pas par mauvaise foi, il les minimise parce qu'il n'a pas les moyens cérébraux, cognitifs, de se reconnaître en difficulté. Par exemple, il va vous dire « moi je fume parce que je me sens beaucoup mieux avec mes copains ». Bon. Et alors, vous allez amplifier le phénomène et vous allez essayer d'explorer ça. Et puis rapidement, il va vous dire « oui, mais en fait, quand j'ai vraiment trop fumé, j'ai une vraie angoisse et j'ai, entre guillemets, la parano du fumeur qui fait que l'autre, qui est quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, devient un étranger, quelqu'un qui potentiellement apparaît nuisible pour moi. » Et c'est une expérience qui est quand même très, très déroutante pour un fumeur. J'ai des dommages, j'ai des ennuis qui sont liés à ma consommation du produit. Et que ces inconvénients, ils me pousseraient à prendre une décision d'arrêter. Et voilà ce sujet dans sa balance décisionnelle. Est-ce que je vais continuer? Est-ce que je vais m'arrêter? Et on va voir qu'il va lui-même remplir la case inconvénient. Et qu'en faisant bouger cette balance, peu à peu, on va l'aider à prendre une décision. Depuis plusieurs années en Europe, la consommation de cannabis est en constante augmentation chez les jeunes. Et en France, la moitié des moins de 18 ans ont déjà fumé un joint. Selon Daniel Piomelli, cet usage précoce du cannabis pourrait avoir des conséquences néfastes sur leur jeune cerveau. Les adolescents ressemblent aux adultes sur bien des points. Ils sont aussi grands que les adultes, leur barbe pousse, ils ont une vie sexuelle, ils ont tout d'un adulte. Mais il y a une chose que les adultes perdent. C'est une grande curiosité, cette ouverture aux choses, cet intérêt intellectuel pour toute chose. Et la raison de cela est que les systèmes du cerveau qui sont impliqués dans les comportements de quête, dans les comportements d'investigation, dans la curiosité, ces systèmes se développent plus tard dans la vie, mais déjà à ce stade. Si maintenant on commence à activer ces systèmes d'une façon inappropriée, pendant cette phase de développement, les types de problèmes que l'on peut générer plus tard au cours de la vie sont considérables. Évidemment, ceux qui vont prendre du cannabis sont en principe des jeunes qui sont dans une situation d'adolescents, qui sont donc en train de se confronter à une modification, enfin une mise en place de leur personnalité en fonction de leur environnement. Et ce cannabis, lorsqu'ils le fument, va leur permettre, pendant le temps où il agit, de prendre une certaine distance par rapport à cette contrainte qui consiste à s'adapter
à un environnement et à se mettre en place leur personnalité. Alors, ça peut être un avantage si c'est pris de façon modérée, puisque ça permet de se reposer, entre guillemets. Mais si c'est pris de façon régulière, alors là, cette confrontation qui est obligatoire si on veut devenir un adulte, eh bien cette confrontation est repoussée. Elle est repoussée, voire même déformée par le cannabis. At a critical time when young people must make decisions that will shape their future, the people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary. No. Pat, wake up. Come on, Pat. No time to cry. Et je pense que s'il y avait une limite à donner, cette limite, c'est à partir du moment où un adolescent commence à fumer le matin, c'est-à-dire dès le début, le début de la journée où il va être confronté à tous ces événements, à partir de ce moment-là, on peut se dire qu'il y a peut-être un danger et qu'il faut faire attention. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Si vous expliquez à un ado que s'il fume un pétard, il va en devenir forcément dépendant et il va se mettre de l'héroïne dans les veines, c'est archi faux. On a beaucoup d'éléments pour nous montrer que c'est faux. Si on établit une communication grand public pour les dissuader de fumer là-dessus, non seulement on ne va pas le faire, mais on va probablement avoir un effet paradoxal. À haute dose, le cannabis peut entraîner une dépendance psychologique, mais pas de dépendance physique. Alors, comment faire de la prévention sur une drogue dont les effets sont, selon les scientifiques, sans gravité? Je veux bien qu'on mette des moyens sur le cannabis, et il faut le faire. Il faut faire, un, avec prudence, et deux, dans quelque chose qui prenne en compte le fait qu'il y a 50% des adolescents qui en consomment. Et qu'il n'y a pas 50% des adolescents qui sont en grande difficulté avec le cannabis. Ça, c'est pas vrai. Et si on veut nous le faire croire, ça sera très dangereux. Parce qu'on ne pourra plus jamais, en termes de politique publique, arriver à envoyer des messages de prévention. Il ne faut jamais mentir à la cible, au sujet à qui on s'adresse, en exploitant des données scientifiques qui sont fausses. Garay, you want to sample the cup entry? The bubble light. Bubble light? It's a nice sharper taste. Awesome. Quand je dis qu'il n'y a que les adolescents qui fument, j'exagère. Bon, malgré tout, c'est la réalité épidémiologique, c'est-à-dire que vous avez une consommation qui démarre pour certains à 13-14 ans, qui va augmenter jusqu'à 18, 19, 20 ans, mais après 20 ans, vous avez une baisse très très rapide de la consommation de cannabis. Ce qui est d'ailleurs une preuve que le cannabis, en soi, n'est pas un produit extrêmement addictif, puisqu'on voit bien qu'on peut s'en détacher sans difficulté. Et souvent, à partir du moment où les adultes sont rentrés dans une vie de travail et relativement régulière, ils arrêtent de consommer. Enfin, ils consomment de façon tout à fait récréative et sans importance. Charogne, Bouchard, Ordure, vieille viande, carogne, cadavre ambulant. Ces dernières années, pourtant, on a accusé le cannabis de pouvoir déclencher un grave trouble psychiatrique, la schizophrénie. Cette maladie se manifeste justement à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Elle se traduit par une perte de contact avec la réalité, une désintégration de la personnalité, des idées délirantes, des hallucinations. Quand on voit des sujets qui ont un tableau schizophrénique et une dépendance cannabique, et qu'on reprend chronologiquement l'histoire, on se rend bien compte que avant même la prise de cannabis, il y avait des petits éléments qui étaient des signes précoces que les psychiatres ont appris à reconnaître de troubles psychotiques dans l'évolution de ce sujet. Le cannabis a un rôle promotionnel, amplificateur d'un phénomène qui est préexistant.
Il semblerait qu'on ait pris à l'envers.